Quatrième rencontre ce dimanche autour d'un plan de paix en Ukraine. C'était à Davos, en Suisse. Moscou et Pékin étaient absentes. Le Hamas met en garde Israël sur la vie des otages. La milice islamiste a diffusé une vidéo de 3 personnes enlevées le 7 octobre dernier. L'État de l'Iowa ouvre la primaire des républicains aux États-Unis. Le froid glacial pourrait perturber la participation des votants. Après une semaine de chaos, les otages retenus dans des prisons en Équateur ont été libérés. L'armée est intervenue pour amener le calme. Plus de 80 pays réunis dimanche à Davos, en Suisse, pour discuter d'un plan de paix en Ukraine, sans la Russie. C'est la 4e rencontre de ces conseillers à la sécurité nationale, près de 2 ans après le début de l'invasion russe. Les discussions reposent sur un plan en 10 points du président ukrainien Volodymyr Zelensky. The World Economic Forum annual gathering has started earlier this year with the 4th round of the Ukraine Peace Formula, talks hosted by Ukraine and Switzerland. And although there were more countries participating here in Davos compared to the previous round in Malta, China did not attend the gathering. I asked Andriy Yermak, the head of the Office of the President of Ukraine, whether Kyiv is trying to get China on board. It's important that all the countries who is coming, they really, honestly want to participate and to help to end this war and to bring the peace. But there is a different thought idea how it's possible to do. And different countries have the different experience. Pour Kiev, la Chine doit faire partie du processus de paix car Pékin est un allié de poids de Moscou. Le Premier ministre chinois Li Qiang dirigera une délégation à Davos cette semaine. Ukraine's President Volodymyr Zelensky was not at the Sunday meeting, but he will be here in Davos on Tuesday addressing the World Economic Forum the same day as Chinese Premier. Sasha Vakulina for Euronews from Davos. Au 100e jour de la guerre entre Israël et le Hamas dimanche, les bombardements israéliens sur la bande de Gaza se sont poursuivis, particulièrement dans le sud, à Rafah et Khan Younes. De son côté, le Hamas a tiré des roquettes vers Israël et publié une vidéo de 3 otages capturés le 7 octobre. Il est difficile de savoir quand elle a été tournée. La milice islamiste affirme que beaucoup d'otages ont probablement été tués récemment dans les raids israéliens. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou assure qu'il fait tout pour ramener chez elle les 136 personnes encore détenues à Gaza. אני מדגיש כולם, בלי יוצא מן הכלל. המאמצים האלה נמשכים כל העת, גם ברגעים אלה, ואנחנו... Dans un discours télévisé, le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a déclaré que la guerre d'Israël à Gaza était vouée à l'échec. Les échanges de tirs sont quotidiens à la frontière entre le Liban et Israël. Plus de 110 000 personnes ont fui la région côté israélien. Un missile tiré depuis le Liban dimanche a tué 2 civils. L'armée israélienne, elle, prétend avoir tué 3 terroristes infiltrés sur son territoire. Une petite inscription qui ne passe pas sur le poignet de ce footballeur israélien. Après avoir marqué un but pour l'équipe turque d'Antalyaspor dimanche et montré son soutien à Israël, Sajif Jeeskel a été arrêté puis remis en liberté ce lundi. Son geste faisait référence à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier et aux 100 jours de guerre écoulés. Son club a annoncé la fin de son contrat. La Fédération turque de football dénonce un geste qui perturbe la conscience du public turc. Des épouses de soldats russes mobilisés en Ukraine ont déposé des fleurs devant la flamme éternelle du soldat inconnu samedi près du Kremlin à Moscou. Selon le média russe diffusant ces images, elle voulait montrer que la guerre est toujours synonyme de mort. Une de ces femmes, Maria Andreeva, a été interpellée lorsqu'elle a montré une affiche demandant le retour des soldats. Maria Andreeva a été relâchée après un contrôle d'identité. Elle milite pour le retour du front des soldats. Selon son mouvement Way Home,
le dépôt de fleurs est devenu la seule forme légale de protestation. La présidente de l'American Institute in Taiwan, Laura Rosenberger, et des membres de la délégation américaine composée d'anciens hauts responsables du gouvernement sont arrivés ce dimanche soir à Taïwan pour des réunions post-électorales avec des dirigeants politiques locaux. La Chine, qui s'oppose à toute interaction étrangère avec Taïwan, n'a pas indiqué si elle considérait cette visite comme officielle. Londres a elle aussi félicité le nouveau président élu taïwanais Lai Ching-te. First of all, we should congratulate the Taiwanese for carrying out another set of elections. And in terms of what happens next, look, we, don't want to see any unilateral change in the arrangements across the Taiwan state. We don't believe in the use of force in any way in this situation. And we wish the new president well. Les partisans de Lai Ching-te se sont réunis samedi soir au siège du Parti démocrate progressiste à Taipei pour célébrer sa victoire. Le nouveau président élu s'est adressé pour la première fois aux médias internationaux peu après la publication des résultats. En Islande, face à l'intensité volcanique en cours, le président islandais a mis en garde ses concitoyens contre une période de bouleversement redoutable, a-t-il dit. Depuis samedi, les derniers habitants de la ville de Grindavik ont été priés de quitter leur maison. Une nouvelle éruption volcanique est en train d'engloutir des quartiers entiers. Dans un rare discours à la nation, le président islandais a promis de tout faire pour sauver ce qui peut l'être. Les défenses construites après une éruption en décembre ont partiellement contenu la lave, mais certains barrages ont déjà été percés. Le grand froid va-t-il influencer le vote pour la primaire des Républicains aux États-Unis? Comme d'habitude, c'est l'Iowa qui ouvre les votes, mais la neige, un thermomètre au plus bas et un vent glacial menaçant pour la vie, disent les autorités, risquent de décourager les plus motivés. Dans le dernier sondage publié vendredi, l'ancien président Donald Trump est largement en tête avec 48% des intentions de vote, mais son équipe voudrait passer la barre symbolique des 50%. Loin derrière lui, deux candidats républicains se battent pour la deuxième place. Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice de Washington auprès des Nations Unies, gouverneure de Caroline du Sud, elle se dit optimiste pour ce premier caucus de l'Iowa, même si elle n'est créditée que de 20% des voix. Son concurrent, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est légèrement derrière elle, avec 16%. Il prétend aimer ce rôle de l'outsider. L'entrepreneur Vivek Ramaswamy espère lui aussi créer la surprise. Ce sera compliqué, il est à 8% dans les sondages. Ce fils d'immigrés indiens a largement autofinancé sa campagne. Deux journalistes iraniennes condamnées à de longues peines de prison pour leur reportage sur la mort de Mahsa Amini ont été libérées. Selon l'agence de presse iranienne Fars, leur caution s'élève à environ 170 000 € chacune. Elles sont toutes deux interdites de sortie du territoire jusqu'à leur procès en appel, dont la date n'est pas encore connue. La mort de Mahsa Amini est à l'origine d'une importante vague de contestation en Iran. Des milliers de personnes sont alors descendues dans la rue et les reportages de Niloufar Hamedi et El Aleh Mohammadi, les deux journalistes condamnés, ont été cruciaux pour la mobilisation. Après une semaine de chaos, il aura fallu la mobilisation de plus de 1000 policiers et militaires pour que la situation retrouve son calme dans les prisons équatoriennes. Dimanche, l'armée et la police ont repris le contrôle de plusieurs centres pénitentiaires à travers le pays, comme ici dans la province de Cotopaxi, située au sud de la capitale Quito. La veille, les autorités ont annoncé la libération de plus d'une centaine d'otages, pour la plupart des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, retenus par des mutins. La Policía Nacional del Ecuador, con su talento humano y medios logísticos de la subzona El Oro número 7, realizó una actividad operativa para liberar a los 15 agentes penitenciarios que se encontraban como rehenes en el interior del centro carcelario. À l'origine de cette vague de mutineries et d'attaques contre des policiers, l'annonce le 7 janvier de l'évasion d'un puissant narcotrafiquant. Depuis quelques années, l'Équateur est devenu l'un des principaux lieux d'expédition de la cocaïne produite notamment en Colombie. Après des mois d'incertitude, Bernardo Arévalo a finalement prêté serment en tant que nouveau président du Guatemala. L'investiture du social-démocrate s'est tenue dans la nuit de dimanche à lundi au Théâtre national à Guatemala, une cérémonie retardée de plusieurs heures en raison de débats menés au Parlement par les députés de droite.
Bernardo Arévalo avait été élu en août dernier avec une marge confortable sur son engagement à combattre la corruption. Depuis, les embûches semées par une élite politique et économique considérée comme corrompue s'étaient accumulées. En Allemagne, des milliers de personnes ont manifesté à Potsdam ce dimanche contre l'extrême droite. Cette manifestation était organisée après les révélations de la presse sur la tenue d'une réunion secrète à laquelle avaient participé des membres du parti d'extrême droite AfD avec des représentants de groupuscules factieux. Le thème de la réunion portait sur un projet d'expulsion forcée de personnes issues de l'immigration. Au milieu de la foule des manifestants, le chancelier allemand Olaf Scholz et sa ministre des Affaires étrangères ont été aperçus. Le plus grand feu d'artifice jamais organisé pour une succession royale a mis de la lumière au-dessus du parc de Tivoli à Copenhague dimanche. Le nouveau roi du Danemark, Frédéric X, a officiellement succédé à sa mère, la reine Margrethe II, qui a régné exactement 52 ans sur le pays. Elle avait annoncé son abdication le 31 décembre dernier. La cérémonie a été très simple, pas de pompeux couronnement au Danemark, mais seulement une proclamation de succession prononcée sur le balcon de Christiansborg, le siège du Parlement et du gouvernement danois. Frédéric X et son épouse, la nouvelle reine Marie, ont été salués par des dizaines de milliers de Danois réunis pour l'occasion. Les 4 enfants du couple royal ont aussi fait une apparition au balcon. L'aîné, Christian, devient le prochain successeur du trône à 18 ans.